Alors, mon cher Mtivar, je n'ai pas écrit moi-même sur du Boyce, ou enfin, pas de texte qui est vraiment consacré, pas de texte consacré directement à du Boyce. Hem, En revanche, je pense que le livre, qu'on consacrait, à du Boyce, c'était un livre court, hein. Magali Besson, qui sort un nouveau livre bientôt d'ailleurs, il faut que je me le fasse envoyer, en tout cas que j'essaye de me le faire envoyer. Le livre qu'on consacrait à Du Bois, Magali Besson et Mathieu Renaud, qui sont une chercheuse et un chercheur dont j'apprécie le travail. Ce livre-là, je pense, c'est un très bon livre et en français. Il n'y a pas beaucoup de littérature secondaire en français sur Du Bois, et celui-ci il fait vraiment très très bien le taf. C'est un petit livre qui est paru aux éditions Amsterdam, et donc je te le conseille. Et sinon, tout simplement, aller lire Les âmes du peuple noir, son livre le plus connu, le plus célèbre. Et à mon avis, avec ces deux livres, tu auras une bonne base. Après, heu, pour être tout à fait honnête, c'est difficile d'avoir vraiment une bonne base, sur Du Bois, pour la simple raison que c'est quelqu'un qui a vécu quasiment centenaire et qui a été, en activité intellectuelle pendant sur ce siècle, qui a été, en activité, pendant plus des 3/4 de ce siècle. Donc on a quelqu'un qui a plus de 70 ans, entre 70 et 80 ans d'activité intellectuelle et d'activité de publication, et en conséquence, même aux États-Unis, il n'existe à ma connaissance toujours pas, d'édition officielle des œuvres complètes de Du Bois, et c'est quelqu'un qui a beaucoup varié en termes de ses idées, de sa pensée, et cetera, au cours des décennies. Mais c'est quelque chose que, comment dire? On doit savoir gré à Magali et à Mathieu d'avoir mis en avant, parce que, ces transformations, ces retournements de position et de perspective sont bien documentés dans leur petit ouvrage. Heu, 35 visionnages de suite Technolapine, c'est très impressionnant. Sahbé, tu as vu le rayon X de Wissam et Françoise Vergès? Non, je ne l'ai pas vu et j'ai fait exprès de ne pas le voir, car je me dis que ça peut être l'objet d'un live ici, d'un react. Et donc je me suis gardé de côté. Alors je ne sais pas si je vais vraiment le faire, mais en tout cas, disons, je me laisse quelques jours, une petite semaine pour voir si ça peut passer dans un live ici. Et sinon, je le regarderai de mon côté, quoi. Heu J'ai lu Charbonnier, La fabrique de l'enfance. Je l'ai commencé et j'ai rencontré Charbonnier. D'ailleurs, c'est Charbonnier, il me l'a fait envoyer lui-même, et après je l'ai rencontré, dans une librairie où il présentait ça. Ça m'a l'air vraiment intéressant. Je trouve que ça a l'air bien fait. Mais je l'ai pas encore lu au-delà de l'introduction. Heu, on te souhaite la même chose. La même chose que quoi? Ah, de vivre 100 ans, c'était pour ça, je crois. Heu, ouais, on m'a déjà dit que je devrais faire un rayon X. Bah, écoute, si on m'invite, je le ferai, il y a pas de problème. Mais oui, ce serait bien de pouvoir faire une petite vidéo sur celui de Vergès. Je suis même curieux de savoir quels sont ses goûts. Après, à mon avis, là, pour le coup, l'autre fois avec les trucs de Rochdy, on parlait des personnes «cultivées» entre guillemets. Elle, pour le coup, elle est vraiment très cultivée, et puis elle, comment dire? C'est un peu, je pense, quelqu'un qui a assez d'envergure, notamment sur le plan de la littérature, et cetera. Et donc, à mon avis, on va apprendre aussi des des choses, quoi. On va découvrir des, des autrices, des auteurs, des écrivains, et cetera, et ça peut être intéressant même de ce point de vue-là. Tu joues à quel jeu vidéo en ce moment? Bah, toujours Animal Crossing, en vérité. Je joue moins maintenant que la dernière fois qu'on m'a posé la question. J'ai pas de chantier, si j'ose dire, vidéoludique en ce moment. Il paraît que Mortal Shell 2, ça a l'air bien, quoi. Enfin, on dit que Mortal Shell 2, c'est vraiment fort. Voilà. Mmh. À quand la rencontre échange avec Françoise Vergès? Mais j'en ai eu plein. J'en ai déjà eu plein. J'ai rencontré une tonne de fois. Salut Nathan, j'espère que ça va. Et j'ai rencontré plein de fois, Françoise Vergès. C'est vraiment pas genre un truc inédit. C'est même plutôt l'inverse. Hem
Tu pas chez toi visiblement, non, je suis pas chez moi, je suis, comme, je suis invité, aux amphis dans 2 jours. Dans 2 jours, je me suis un peu rapproché, on va dire, de ce lieu-là. Ma famille et moi avons pris quelques vacances. À quand la traduction en français de Demain Note? Je ne sais pas, quand je la ferai, en fait. Je crois que c'est ça le truc. Je crois que c'est ça le truc. Je crois qu'il faut que je crois qu'il faudrait que je la fasse moi-même. Mais avec, comment dire, la quantité d'activités que j'essaye de faire et le peu d'énergie dont je dispose, ça risque d'être difficile. Ça risque d'être difficile. Mais effectivement, le sujet, tu penses quoi de Kémy Séba? C'est trop compliqué, franchement, c'est trop compliqué, Kémy Séba. En plus, ça change tout le temps. Comme on disait de Soral, Kémy Séba a raison, oui, mais à quelle heure? Il y a un truc comme ça. C'est difficile d'avoir un avis sur lui en plus. Tout change en permanence. Un jour c'est un agent russe, un jour c'est un ennemi de la Russie. C'est c'est impossible, c'est vraiment impossible. C'est un personnage de roman d'espionnage plus qu'une personnalité politique. Tu vas streamer pendant les amphis? Bah, a priori oui, hein, bah, pas en fait, jeudi matin, à la première heure, enfin au tout début des amphis, j'ai une conférence là-bas, donc si vous êtes dans le coin, si vous êtes dans le coin de Valence, n'hésitez pas à venir, c'est à 13 heures quoi. C'est à 13 heures, c'est 1 heure de l'après-midi, 1 heure de l'après-midi au truc des amphis de Valence, si vous êtes là, venez m'écouter. Donc jeudi matin, il y aura pas de stream forcément. Hem, mais à part ça, le reste du temps, je vais faire mes streams, je vais faire mes streams. Heu, c'est moi, le son du mic est plus bas que d'habitude. Ah, c'est possible. J'ai changé de mic, en fait. J'augmente un peu là, on va voir ce que ça donne. En fait, ouais, mais là ça va dans le jaune. Je sais jamais trop quoi faire, franchement. On va le mettre comme ça. On va essayer de couper la poire en 2, voilà, ou que je m'approche et tout. En plus, mais à l'étage, il y a tout le monde qui dort aussi. C'est ça aussi, j'essaye de parler à voix basse pour ne pas les réveiller. Voilà, c'est ça. On est sur un ASMR de qualité, oui, c'est ça. De toute façon, peut-être que je vais devoir, comment dire, m'interrompre 1 minute ou 2 si jamais il y a un petit enfant qui se réveille, qui veut un petit déjeuner et un dessin animé, mais bon, ça c'est les impondérables. Tu es dans la cuisine, bah, c'est une cuisine à l'américaine, vous savez, c'est une cuisine ouverte. Je vois le salon là, je vois la cuisine là, je vois le dehors là. C'est ça, c'est ça, c'est un truc, ouais, tu rentres là-dedans, tu te croirais dans une série ricaine, quoi. C'est Friends. Ladybug, mais Ladybug, c'est génial. C'est très, très bien Ladybug, hein. Moi, comment dire? Miraculous Ladybug, hem, j'ai regardé ça pas mal de fois avec ma fille à l'époque, et je trouvais ça vraiment vraiment excellent, quoi. Enfin excellent, je vais pas regarder ça tout seul évidemment, c'est pas suffisamment bien pour que je me gave de Ladybug, heu mais en regardant avec elle, je me disais: «Mais c'est vraiment cool, quoi. Les personnages sont bien, les problèmes qui sont abordés sont intéressants. Il y a une espèce de vibe, Sailor Moon qui est bien nostalgique pour ma part, quoi». Heu, quel âge peut-on laisser les enfants regarder South Park? Ça, c'est votre problème, franchement. Je sais pas. Bluey à skip, c'est bien aussi. Bah, c'est pour les plus petits que Ladybug quand même, Bluey. C'est vraiment, mais c'est pas mal, ouais. Moi, je trouve que nos gamins ont eu de bons dessins animés quand même. Non, franchement, c'est pas mal, hein, c'est pas mal les dessins animés actuellement, j'ai l'impression. Après, il y a beaucoup de slop aussi. Il y a quand même énormément de slop. Je sais pas, pour moi, par exemple, la Patte Patrouille, c'est quand même du slop, hein. C'est pas de très bonne qualité, la Patte Patrouille, honnêtement. Au-delà de la blague, ACAB, y compris la Patte Patrouille, tu vois. Ouais, mais foot de rue, moi, j'ai toujours trouvé ça nul à chier, hein, franchement. Je sais qu'il y a énormément de gens qui sont fans, je sais que ça va exciter, comment dire? Déchaîner la colère, mais honnêtement, moi, foot de rue, j'ai toujours trouvé que c'était de la grosse merde, hein.
Ça veut dire quoi slop? Slop, c'est de la bouillie. En anglais, littéralement, c'est de la bouillie. C'est un terme. À chaque stream, je vais devoir le répéter, mais c'est pas grave. C'est pas grave. On est là pour la pédagogie. Je l'ai déjà dit 10 fois, mais à chaque fois, c'est des nouvelles personnes qui posent la question. Alors, il faut être, comment dire, poli avec les nouveaux. Merci d'abord pour ton premier message sur le chat, Tapi. Mais donc, du slop en anglais, c'est littéralement de la bouillie. Et le terme a été pas mal popularisé l'année dernière. C'était d'ailleurs le mot de l'année du principal dictionnaire de l'anglais états-unien qui s'appelle Merriam-Webster. Et c'était un terme qu'on a beaucoup utilisé pour parler du contenu de très mauvaise qualité généré par l'intelligence artificielle, comme les brain rot italiens, ce genre de conneries qu'on trouve sur Internet en masse, l'île de la skibidi en fruits et ce genre de conneries. Donc on a beaucoup utilisé le terme de slop pour parler de cela. Et puis ça s'est pas mal généralisé, y compris sur Twitch, pour parler des contenus de mauvaise qualité en général. Tu live pendant que je bosse, tu vas aux amphis pendant que je bosse, tu m'évites en fait, c'est ça. Écoute, criminel mental, étant donné ton blaze, je pense qu'il vaut mieux que je t'évite, hein. Honnêtement, j'ai pas envie de me retrouver avec un schlass dans les côtes, une feuille de boucher plantée dans le crâne. Non, ça va en fait. C'est mieux qu'on s'évite en vrai de vrai. C'est mieux qu'on s'évite bien, qu'on se voit un peu de loin. 5300 followers, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Road to 10K. Road to 10K, allez, il faut avoir cet objectif. Il faut avoir cet objectif d'ici, d'ici quelques mois. La dernière fois, quand tu as dit à l'oral ce dont tu parleras aujourd'hui, j'ai compris blackmail studies. Je pensais que tu parlais de chantage. Du chantage. Blackmail, blackmail studies. Ah oui, oui, oui. Tu es notre Mr Beast. Putain, j'aimerais avoir le pognon de Mr Beast. Ouais. je- Mais j'ai l'aspect bestial. J'ai l'aspect bestial du titan bestial. Ou bien du premier boss. Du premier boss dans Bloodborne. C'est ça c'est le degré de ma c'est le degré de ma bestialité. Ou à la limite, ouais, je bois la bière qui s'appelle la bête, là, vous connaissez la bière avec un espèce de loup-garou sur la couverture. Tu ferais des concours avec des participants que blancs pour retourner les stigmates. Si tu avais son genre, franchement, je sais pas ce que je ferais si j'avais son genre. En fait, je pense que si j'avais son genre, je ferais pas de vidéo sur YouTube déjà. Je pense que je ferais tout à fait, je pense que je ferais tout à fait autre chose. Salut Starlet. Bon, maintenant il commence à y avoir du monde, sur le réseau. Mr Beast est dans les Epstein Files, non, je crois pas. Non, mais il avait eu d'autres sauces avec certains de ses collaborateurs qui étaient un peu bizarres, Mr Beast. Mais bon, je sais pas, moi je suis pas trop dans les lores de Mr Beast, etc. Mais il a eu ses problèmes, quoi. En parlant de Vulga Blackmail Studies, je connais principalement FD Signifier. Un avis? FD Signifier, c'est relativement du bon contenu, je crois. Après, politiquement, c'est un peu éteint selon moi, franchement, honnêtement. C'est le gars qui va commencer, moi je le résume comme ça, c'est un mec qui commence toutes ses vidéos par Malcolm X, les Black Panthers, etc. Et il va toutes les terminer par Bell Hooks, tu vois. C'est-à-dire, c'est une espèce de rampe de lancement comme ça, où il te balance dans la tête plein de trucs, du radicalisme noir, le nationalisme noir, le communisme noir, etc. Tous les trucs les plus vénères. Et au fur et à mesure, il t'emmène dans un espèce de truc où, oui, il faut être gentil, machin, la masculinité positive, enfin tout le slop libéral que tu peux imaginer. Donc les vidéos, en vrai, elles sont bien faites. Il parle de sujets intéressants, il fait pas mal de recherches pour ses vidéos, etc. Mais son orientation politique, j'ai l'impression que c'est en fait une espèce de méthode de déradicalisation. Il présente ça comme un truc de radicalisation, mais en fait c'est tout à fait l'inverse, c'est un problème de déradicalisation. On parle de FD Signifier, mon cher Meso, qui est le plus gros YouTuber noir de gauche aux États-Unis.
Après tu me diras c'est tellement niche, mais il fait quand même des millions et des millions de vues pour chacune de ses vidéos fait, je pense, je sais pas, j'ai peu je dis des titres, je dis les chiffres un peu grosso merdo, hein, mais je pense que ces vidéos, elles font entre, 500 000 et 1 million à chaque fois, quoi. Voire même plus, voire plusieurs millions parfois. C'est un gros, gros youtubeur, de gauche aux États-Unis et c'est le de tous les gros youtubeurs de gauche aux États-Unis, c'est le Renoir emblématique, on va dire. Heu, MrBeast niveau affaires, c'est un rabbit hole, ouais, bah, tu m'étonnes. C'est le Willy Wonka qu'on mérite, ouais, c'est exactement Willy Wanker. Heu, heu, oui donc, je disais, bon, on peut peut-être, j'aime beaucoup ces vidéos essais, FD Signifier. Oui, bah, il y a beaucoup de choses à apprécier là-dedans. Donc on les regarde, selon moi, hein, donc on les regarde avec un minimum d'esprit critique, ça va. Heu, Salut, je comprends que FD Signifier n'est pas si radical, mais en même temps, quand tu vois ses haters et son environnement, j'ai l'impression que c'est le mieux qu'il puisse faire. Ça, je sais pas, le truc de c'est le mieux qu'il puisse faire, en réalité, il peut faire ce qu'il veut. Je veux dire, il n'est contraint par rien. Heu, il va jamais, enfin, je veux dire, il peut faire un petit peu moins de YouTube Money et cetera, mais en plus, enfin, je veux dire, il a multiplié ses sources de revenus comme Jaja et il stream, il est sur YouTube et cetera, il peut se permettre de prendre des risques. Hem, c'est pas comme si, il comment dire? Tout son business model ne tenait qu'à un fil. Hem, je pense qu'il peut faire beaucoup. Et puis en plus, bon, parfois les haters qu'il a, mais en même temps, tu me diras, alors j'ai vu une sauce, alors récemment, c'était une sauce un peu qui avait pas trop de sens, mais alors il y avait ceux qui l'accusaient, d'être, trop pro-sioniste, ceux qui l'accusaient de l'inverse et cetera. Bon, c'est un youtubeur de gauche, quoi. Il est toujours dans les mêmes sauces, les mêmes sauces à la con. Ouais, la plateforme Nebula. Moi, ça, c'est un leurre bizarre des gauchistes quinri, ça, ce truc Nebula, ouais. Je viens de finir le livre L'empathie est politique de Sama Karaki. Je te le conseille fort. Ok, ok. Bah. En plus, on me parle souvent de ces histoires d'empathie, là. Euh, Bonjour Laurel, c'est un sujet vraiment à la mode. Ah, il commence à faire chaud, hein, c'est le matin, il commence à faire chaud. Je vais ouvrir la. Est-ce que j'ouvre ou pas? Ouais. Peut-être qu'il y a même la climatisation dans ce bordel, là, je sais pas. Ah oui, si, il y a une clim ici. Peut-être que je devrais mettre la clim. Oh, on s'en fout. Tu penses quoi du contrat racial? Excellent livre pour commencer. Moi, j'aurais bien aimé le lire quand j'étais jeune, si j'ose dire. Après, quand tu es vraiment à fond dans les études noires, etc., que connais un petit peu le sujet, le contrat racial, c'est pas non plus ouf. Mais vraiment, pour commencer, en fait, ça ouvre à tellement de choses. À partir du contrat racial, tu peux penser la question de l'orientalisme, tu peux penser la question de la négrophobie, tu peux penser plein de choses à partir de la question du contrat racial. C'est vraiment une espèce de framework de base qui est très intéressant. Après, comment dire? Charles Mills, c'est littéralement un auteur libéral. C'est son c'est sa base, c'est son fondement, quoi. Il est fait pour être, enfin, c'est son comment dire? C'est l'essentiel de son œuvre, c'est de mettre à jour le libéralisme afin de le rendre compatible avec l'antiracisme, et cetera, et cetera. Et donc ça définit déjà toutes les limites du projet intellectuel et toutes les limites du livre. C'est c'est un travail qui ne saurait être révolutionnaire à aucun degré. Et c'est pas grave, enfin, faut respecter la perspective de Charles Mills. En plus, bon, il la défend dans plusieurs ouvrages, notamment le dernier. Mais et voilà, enfin, quand je vois des types qui se prétendent révolutionnaires, qui se disent révolutionnaires, qui se revendiquent de la révolution et qui, pour principal ouvrage sur la question raciale, brandissent le contrat racial de Charles Mills, bon, je me dis, bon, vous avez encore du chemin à faire.
conseillerais quoi sur le sujet, du coup? Ben, c'est difficile de conseiller quelque chose, à la place du contrat racial. Je conseille rien plus que le contrat racial, en fait. Je pense que le contrat racial, c'est bien, mais parce que c'est un ouvrage de synthèse, un ouvrage philosophique et cetera. Mais à la enfin, je sais pas, lisez l'autobiographie qui vient d'être rééditée, l'autobiographie de Huey Newton, aux éditions Premier Matin de Novembre. Là, je pense que là, vous aurez davantage de vous 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 aurez quelque chose d'un petit peu plus, d'un petit peu plus proche, de ce qu'a été le militantisme noir, au sommet de sa forme, quoi. J'ai fait la préface, j'ai fait une postface. Il y a plein de préfaces, je sais pas, ils ont multiplié les préfaces, les postfaces, genre il y a 2 préfaces et une postface. Ils m'ont dit: «Ouais, fais une» ils m'ont dit: «Fais une préface». J'ai dit: «Bon, d'accord». J'ai regardé le bouquin, j'ai dit: «Mais attends, il y en a déjà 2». Ils m'ont dit: «Oui, oui, on va en rajouter une». J'ai dit: «Non, mais attends, je vais faire plutôt une postface, OK, genre en rajouter une de plus, ça va». Faut un peu faut pas, c'est des maxeurs, c'est des gros maxeurs. Heu, Pourquoi tu n'aimes pas le travail de Bell Hooks? Ben, on va en parler, on va en parler, on va en parler aujourd'hui. Heu, peut-être qu'on commence à traiter du sujet en tant que tel. Hem, Ça fait depuis un moment que j'avais envie de faire un live sur les Black Male Studies, expliquer un petit peu ce que c'est, expliquer quelques éléments de cette perspective théorique, de cette perspective de recherche, hem, parce que, disons que c'est quelque chose qui reste un petit peu mystérieux dans le contexte francophone, dont on parle parfois, heu, sans trop connaître. Et je me dis que, avec malheureusement la nouvelle du décès de Jason Harday dont j'avais parlé lors de mon précédent stream, heu, c'était peut-être une opportunité d'aborder ce type de questions, ce type de problème. Et il y a plusieurs, comment dire, la conjonction de plusieurs éléments qui me poussent à parler de ça. D'abord, ce qui va nous servir de point de départ, ça va être une petite vidéo, une vidéo d'Instagram que, un type m'a envoyée. Il a eu comment dire, la délicatesse de m'écrire sur Instagram lui-même pour me l'envoyer, si mes souvenirs sont bons. Je sais pas si c'est un type qui traîne sur mes streams ou juste qui me suit sur Instagram, mais enfin, il a voulu faire une vidéo pour me répondre car il a été, semble-t-il, quelque peu courroucé d'un avis que j'avais prononcé il y a quelque temps, au sujet des femmes blanches qui gentrifient le rap, et cetera, avec Orelsan qui met en avant différentes rappeuses, et cetera, et surtout Burgalassi qui se pâme d'aise à entendre des punchlines, comment dire, mid au mieux, éclatées au sol au pire, pour, comment dire, je ne sais pas, expliquer que ça, c'est le meilleur rap qu'on a jamais entendu depuis Kerry James. Enfin, vous souvenez probablement de ça. Et il me semblait que, ça pouvait être intéressant de répondre à cette réponse, si j'ose dire. Que ça pouvait être illustratif de certaines de mes positions sur, le féminisme, son histoire et les Black Male Studies. Un autre élément qui m'a, comment dire, mis la puce à l'oreille sur le fait que ça pouvait être intéressant, c'est, 2 vidéos, je pense, ou 1 ou 2 vidéos, mais je pense que c'est 2 vidéos séparées des streamers Nonor et Don Max. Une première qui parlait de la même chose et où, Don Max revenait lui-même sur la question des Black Male Studies. Il l'avait fait très bien, donc en réalité, c'est pas pour ajouter ou pour corriger quelque chose à ce qu'il a dit, mais peut-être pour, comment dire, donner ma perspective sur la même chose. Heu, C'était, une réaction qu'ils avaient fournie à cette, même, comment dire, capsule vidéo au sujet de la gentrification du rap. Et disons la mise en perspective qu'ils en avaient donnée était tout à fait satisfaisante, mais ça a mis cette question sur la table. Et plus récemment, une deuxième vidéo de ces mêmes, streamers, Nonor et Don Max, que j'ai vue, qui parlait du féminisme et où j'ai vu, comment dire? Même si c'est pas particulièrement mon sujet, mais j'ai vu des arguments que j'avais souvent entendus. C'était une,
une vidéo qu'ils ont faite, l'une des dernières, je pense, où, ils discutaient d'une, comment dire? D'une chercheuse féministe française qui s'appelle Aurore Coquelin, qui, critiquait un ouvrage de Elsa Decmarceau et où, elle s'en cette Aurore, Coquelin mettait en œuvre une défense, comme ça systématique du féminisme avec des arguments qui, à mon avis, méritent d'être discutés ou en réalité, plus justement, méritent selon moi d'être réfutés. Voilà. Donc voilà, c'est cet ensemble de situations, la mort extrêmement médiatisée d'un homme noir, victime, d'un harcèlement médiatique de très vaste ampleur, au Royaume-Uni, attaqué également par un chercheur à l'université de Gand qui est très littéralement un raciste et un eugéniste, un véritable raciste, un véritable eugéniste, un racialiste au sens le plus propre du terme. Donc il y a cette actualité-là évidemment. Il y a ces discussions autour, de ma petite capsule vidéo, sur la gentrification du rap, qui devrait être un truc en réalité tout à fait, comment dire? Insignifiant, mais qui a pris de grandes proportions et disons l'espèce de défense systématique du féminisme, pardon, des féminismes, auxquels on a droit sempiternellement et qui, à mon avis, méritent, une, heu, une certaine mise en perspective, voire une déconstruction pour parler, des termes pour utiliser des termes, comment dire? Des termes quelque peu ambigus, voilà. Heu, alors je vois qu'il y a eu des questions, «Bonjour, tu as vu la streameuse Emodem s'est fait épingler. Elle se faisait passer pour une femme arabe et musulmane sur Twitch pour dénoncer le racisme et aller dans son sens. C'est fou comment les gens n'arrêtent pas de mentir. Une véritable maladie mentale». J'ai vu ça. Moi, j'ai trouvé ça plutôt drôle, cette histoire de Emodem. Enfin, on en fait des caisses autour de cette histoire. Bon, le le seul problème de ce truc, c'est, pour moi, c'était, parce que j'ai vu, sur Twitch gauchiste, les phrases qu'elle a dites, quoi. Le problème, c'est la ridiculité des phrases qu'elle a dites. «Mon sang de DZ qui commence à bouillir», «J'ai envie d'être voilée comme ma daronne parce qu'elle est tellement belle», enfin que des clichés, quoi. Que des clichés, c'est plus l'idée qu'elle se fait des personnes, des meufs arabes, c'est plus l'idée qu'elle se fait des meufs arabes qui est loufoque qu'autre chose. Mais à mon avis, enfin, il y a des gens qui sont énervés à cause de ça. À mon avis, on devrait pas être énervé, on devrait juste se moquer un petit peu et passer à autre chose, quoi. Parce que ça mérite de la moquerie. C'est des trucs, je suis désolé, hein. Heu, à part se moquer, il y a pas grand-chose à faire, quoi. Ça m'a fait rire. Bah oui, c'est drôle. C'est très drôle. C'est drôle. Elle s'invente un daron qui est sous OQTF. En fait, c'est vous savez comme à l'époque, dans l'internet dans le web 2.0, avant qu'on passe au web 3.0, dans le web 2.0, tout fonctionnait beaucoup par des nuages de tags. Vous vous souvenez les nuages de tags? Heu, comment est-ce qu'est tagué un média? Comment est-ce qu'est tagué un produit et cetera? Et tout ça, ce que ça nous révèle, c'est le nuage de tags que Emodem a mis sur, la meuf rebeu. Et si vous voyez ce nuage de tags, qu'est-ce que vous avez? Vous avez, colère de DZ, le centre DZ, vous avez OQTF parce que le daron, il est censé sous OQTF, vous avez, le voile, et vous avez un espèce d'argot un peu bizarre. Donc le nuage de tags le nuage de tags est pas carré. Le nuage de tags est vraiment pas carré et moi, c'est plutôt ça qui me fait rigoler et comment dire? Dont j'ai envie de se comment dire? Voilà, de discuter vite fait, mais le reste, ouah, c'est scandaleux, elle s'est inventé une fausse identité. Tout le monde s'invente une fausse identité sur internet, c'est bon, quoi. C'est bon, c'est plutôt le côté goofy de la fausse identité en question, moi, qui me fait marrer plutôt que, l'idée que: «Oh là là, elle nous a tous trompés» et cetera. Ouais, il faut arrêter, on en a rien à foutre franchement. Je je pense que c'est bon, bref, voilà. Pas besoin franchement, pas besoin d'en faire une tonne. C'est vraiment une tempête dans un verre d'eau et voilà. Et moi, vraiment, moi, ce que j'ai envie de faire avec ça, c'est de prendre ce qu'il y a de meilleur, c'est-à-dire la blague du truc, quoi. Le côté loufoque de la chose, mais se scandaliser à cause de ça et dire: «Oh, il faut qu'elle s'excuse, elle m'a trompé, elle doit se pardonner», mais elle doit s'excuser auprès de personne, on en a rien à foutre franchement, c'est mais par contre, on a le droit de se moquer. C'est tout ce que je peux dire. On a le droit de se moquer de ça. C'est ridicule l'image qu'elle déploie de la meuf arabe est grotesque. Voilà, c'est tout.
vient d'avoir un roleplay gitan. Pourquoi gitan? J'ai même pas fait une terminaison en ave. Ah, une réhabilitation du concernisme. Bah, comme quoi le concernisme fonctionne même avec des gens qui sont absolument pas concernés. Donc voilà, franchement, et rigolons un bon coup avec ça. Rigolons un bon coup avec les citations et passons à autre chose, c'est tout ce que je peux dire. Prenons ce qu'il y a de bon à prendre là-dedans, à savoir la blague et avoir de la rancœur, de la rancune pour ça, c'est d'une nullité, franchement, c'est d'une nullité. Ça devrait être ça devrait être un moment joyeux, franchement. Désolé de faire l'espèce de spinoziste de merde, en plus j'aime pas Spinoza, mais ça devrait être un moment joyeux et on en fait un moment triste, franchement. Ça devrait juste être un moment où on rigole autour de ces phrases stupides et où on se dit ah vraiment, qu'est-ce qu'on peut être con parfois. Et voilà, c'est tout, honnêtement. Prenons ce qu'il y a de bon à prendre là-dedans, à savoir la blague. C'est ma, c'est ma, c'est ma, comment dire, c'est ma conclusion, c'est ma petite sagesse du matin sur ce sujet, sur ce sujet. Et au modem, je la connais pas, quoi. Je la connais pas personnellement. Elle est intervenue deux, trois fois dans le chat, elle était toujours gentille. Je lui ai fait un raid un ou deux fois, même si clairement elle n'en avait pas besoin. Et, et voilà, c'est tout. C'est l'ensemble de notre même son débat avec Sardo, je l'ai pas regardé, je m'en fous. Il paraît que c'est bien, et tant mieux qu'elle le fasse. Il faut bien que quelqu'un le fasse. Voilà, j'avais que un bon a priori sur elle. Et cette histoire ne l'a pas érodé, quoi. C'est très bête. Je sais pas quel âge elle a, mais voilà, c'est quelqu'un qui est qui est dans le premier tiers de sa vie. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il faut bien que jeunesse se passe. Non, elle ne connaît pas les modèles, il connaît seulement Fromentine, exactement. Exactement, parce que moi, je traîne que avec des DZ solides. Ouais, ouais. Rigolons un bon coup et saurons cette histoire. Et puis voilà, mais avec plaisir, Jazer, avec joie. La DZ Mafia, oui, c'est ça, c'est la DZ Mafia incarnée. Bon, venons-en peut-être à notre sujet du jour, n'est-ce pas? C'est cet individu-là qui veut me faire la leçon. Voilà, il y a même, on voit mon gros front là, mon gros front de vieux ici là, qui pop au-dessus de l'expression de lien d'âme. Euh, donc, on va présenter d'abord notre, comment dire, notre adversaire du jour, si je puis dire. Je vais pas dire ennemi, parce que bon, c'est pas un ennemi. Encore une fois, il est venu me parler, il était d'une politesse et d'une élégance rare. On va mettre ça en noir. Hop, euh, ainsi, le chat sera visible de toutes et de tous. Euh, Merci, Émile, pour le sub. C'est qui ce chauffeur originel? Bah, allez, on va pas commencer à se moquer de lui. On va pas le moquer avant même de le connaître. S'il vous plaît, chat. S'il vous plaît. Euh, donc, on a ce cher Ambroise. Alors, lui, pour lui, les pronoms, c'est comme les Pokémon, il les a tous attrapés. Hein, ils sont tous là. Alors, je sais pas. I don't know how it works. I don't even know how it works. Il a plus de pronoms que j'ai de pognon sur mon compte en banque. Ok. Euh, Spectralité et psychédélisme. Comment se produit l'invisibilisation des savoirs féministes sur les réseaux sociaux? Détricotage de confusionnisme. Alors bon, oui, première chose, c'est vrai que je me suis dit ça quand j'ai lu cette bio pour la première fois. Je me suis dit l'invisibilisation des savoirs féministes sur les réseaux sociaux. Très franchement, je sais pas comment est votre algorithme sur les réseaux sociaux, mais de mon point de vue, hein, de mon point de vue, en tant que type qui travaille plutôt sur la question raciale, notamment la question noire, etc. En termes de savoir féministe qui m'est spoon-feed dont je suis nourri à la cuillère par les algorithmes de contenu court sur les réseaux sociaux, ça va, ça va. Par contre, en tout cas en langue française, sur question noire, question décoloniale, question raciale,
excusez-moi, en termes d'invisibilisation, je pense que ça se pose là. Je veux dire, il y a un truc, même en termes, de quantité d'ouvrages produits, heu, comme vous savez, comment dire? J'ai eu plusieurs livres qui ont été publiés par des éditeurs, donc je discute avec des éditeurs, des éditrices. Ce sont des éditrices qui m'ont dit ça, de grandes maisons d'édition, je ne vais pas les citer, je veux pas qu'on leur fasse des problèmes, mais qui m'ont dit que en termes de publication d'ouvrages de sciences humaines, vous allez me dire c'est pas la même chose, mais vous allez voir c'est lié. En termes de publication d'ouvrages de sciences humaines, plus de la moitié, elle estimait elle-même, cette éditrice-là, d'une grande maison d'édition française, que, en termes de sciences humaines et sociales, autour de 60-65% des ouvrages de SHS publiés au cours des 5 dernières années étaient sous un angle féministe ou contenaient un angle féministe. On a une surproduction, en réalité, des savoirs féministes. Et ça se ressent également sur les réseaux sociaux. On se souvient de la dernière fois où on a eu le bingo sur comment dire, dans la vidéo sur les hommes petits, vous vous rappelez, avec Inès, qui était une très bonne vidéo par ailleurs, hein, je veux dire, enfin une très bonne vidéo, c'est pas non plus une vidéo, comment dire, on se relèverait la nuit pour en manger, mais franchement, c'était de qualité, etc. Elle avait des très bons arguments, elle déconstruisait pas mal de trucs, elle avait un bon concept avec son mari où ils étaient tous les deux petits, ils faisaient la même taille, ils expliquaient un peu leur expérience. Bref, c'était une vidéo vraiment de très bonne qualité. Mais on y trouvait vraiment tout le bingo féministe classique. Il y avait Bell Hooks, il y avait Mona Chollet, et il y avait évidemment Simone de Beauvoir. Euh, des savoirs féministes parce qu'il y a un paquet de livres un peu pourris. Je viens de lire Pardonner à nos mères, je me remets pas du niveau. Bah, écoute, ça, je pense qu'on est un peu foucaldien ici, quoi. C'est-à-dire, les savoirs ne sont pas forcément les savoirs que nous jugeons être de qualité, mais ce sont des discours qui ont, allez, disons les choses ainsi, une forme de prétention à la connaissance, quoi. Ce sont des discours de connaissance. Alors après, comment dire, leur qualité, c'est un petit peu, c'est peut-être un petit peu. Alors, je sais pas, j'essaie de mettre la vidéo un peu mieux. Oh, oh là là, quelle horreur. Bon, allez, on va laisser comme ça. Euh, voilà, après, on peut dire oui, c'est du slop, etc. C'est pas bon, c'est slopesque et tout. Et oui, c'est ok de dire ça comme ça. On a le droit en tant que lecteur, que lectrice, que consommateur, si je puis dire, de donner notre avis. Mais déqualifier ce genre de choses comme savoir, je j'irai pas jusque-là. Après, on a le droit de s'y opposer, quoi, de s'y opposer. Ton micro est pas mal faible. OK, OK, OK. Oui, il est très fai il est d'autant plus faible maintenant que en fait, je parle c'est moi qui parle pas fort parce que, comme, maintenant il y a un enfant dans le périmètre, j'ai pas envie de la gêner. Mais, on va essayer de faire fonctionner ça. Donc voilà. Après la spectralité, le psychédélisme et tout ça, je laisse ça de côté. Je pense qu'il aime fumer des spliffs, et comme il est le premier pronom, c'est celui que je vais garder, hein, c'est plus facile pour moi. En plus, Ambroise, c'est vraiment un prénom très vieille France. Alors, ça m'évitera de, comment dire, d'avoir à trop réfléchir, quoi. Hem Donc voilà. Bah, je pourrais explorer d'autres trucs sur ces, mais on est là pour discuter des Black Mail Studies. Je sais pas, franchement, j'ai pas beaucoup consommé son contenu. J'ai un petit peu regardé sa vidéo sur l'Odyssée. Vous savez que j'ai pas aimé l'Odyssée de Nolan, lui non plus. Mais les raisons pour lesquelles il ne l'a pas aimé m'ont fait souffler. Enfin bon, bah, vous les imaginez, je pense, vous les imaginez. Euh, je pense que après, bon, si quand même pour vous donner un petit horizon d'attente, malgré tout, il est quand même basé sur un certain nombre de sujets. Voilà, il critique Nirina, il critique. En fait, son truc, c'est de critiquer. Je pense il est un peu sur une ligne. Il m'a l'air un peu sur une ligne. Voilà, de critiquer les abolos comme celle-ci, celle avec les cheveux rouges là. Elle est très étrange celle-ci là. Je pense que la seule différence entre elle et les femmes du Ku Klux Klan, c'est la couleur de ses cheveux. Et le fond de son contenu, c'est un petit peu, disons, la même ligne, j'ai l'impression que Nonor et Don Max, mais en un peu plus pipou, quoi. C'est un petit peu la version.
la version pipou de la chose, quoi. J'ai l'impression. Il critique les abolos, il critique les militantes et militants anti-TDS, anti-sexe, etc. Bon, bref. Il est dans ce lore-là, quoi. Il est dans ce lore-là. Je l'aime bien, la fille aux cheveux roses. Aïe, aïe, aïe. Eh ben, alors tu files un mauvais coton, hein. Tu files un mauvais coton. Après, j'ai pas vu énormément de son contenu, mais à chaque fois, ça m'a cringe de fou, hein. Franchement, moi, je peux pas regarder ça, hein. Après, on n'est pas là pour parler de la fille aux cheveux roses, franchement. C'est pas. Oh. Ni même de Nirina, d'ailleurs. Enfin, bon, voilà. Ouais, il fait plein de petits trucs comme ça. Il fait plein de petits carousels comme ça où où il fait de la théorie. Euh, Ah, tiens, il a fait une série sur Incel et sur les femcels. Voilà. Bon, bref. Voilà, allez voir ça. Ça se trouve, c'est intéressant en vrai. Je pense que ça doit pas être inintéressant, sa perspective sur les choses, mais on n'est pas là pour parler de ça. Euh, allons voir ce qu'il me reproche, si vous voulez bien. Le lien d'âme entre le racisme et le féminisme. Dans un extrait de live, Norman Ajari revient sur l'affaire Céleste Amaria contre Kylian Mbappé. Il voit une illustration C'est pas moi qui l'ai mis en 1.5, hein, il parle vraiment aussi vite. Il parle vraiment aussi vite, il se dépêche. Mais il y avait un truc là, non? Il y avait pas un petit truc là? Il y avait pas un petit machin? Le lien d'âme. J'ai pas mal hésité. Il l'a pas dit, mais il a écrit. J'ai pas mal hésité avant de faire cette vidéo. Pourquoi? Pourquoi tu as hésité? T'avais tellement envie, pourquoi tu as hésité? Pourquoi tu t'es pas laissé aller? Hein? Pourquoi? D'où vient cette hésitation? Hmm. Ça va, on est ensemble, on est à l'aise. C'est bon. Hein? Y a pas de quoi hésiter. Il faut suivre son désir. Hmm. Faut suivre la pente de ses envies. Hésiter. Tu sais, dans un match décisif, une seconde d'hésitation, j'ai appris ça dans Blue Lock. Une seconde d'hésitation, même une microseconde d'hésitation, et tu rates l'occasion pour mettre un but pleine lucarne. Donc, peut-être que ton hésitation va être fatale. On va voir, on va voir, on va voir, on va voir. Ça va dépendre de tes arguments. Entre le racisme et le féminisme. Dans un extrait de live, Norman Ajari revient sur l'affaire Céleste Amaria contre Kylian Mbappé. Il voit une illustration particulièrement nette du lien d'âme qui existe selon lui entre racisme et féminisme. Sale nègre, sale négro de merde. Ça, c'est une ponction. le cut, le bâtard. Son montage est raciste. Le montage est raciste. Le montage est raciste. Dans son diagnostic, autrice de propos manifestement négrophobes, une femme blanche se repositionne en victime. Elle transforme la critique en violence sexiste et accuse son contradicteur de s'en prendre à elle parce que c'est une femme. Hein. Mais toutes les féministes. C'est ce qu'elle a fait. C'est ce qu'elle a fait. C'est ce qu'elle a fait. Vous vous en souvenez. Vous vous en souvenez de la députée uruguayenne. C'est très littéralement ce qu'elle a fait. C'est très littéralement ce qu'elle a fait parce qu'il dit oui, il l'accuse de ça. C'est ce qu'elle a fait. Il n'y a pas. On va pas le répéter. Je vais pas répéter mes propos. Bon. Alors, est-ce que est-ce qu'il a des nuances à mettre? Est-ce que cette phrase de sale nègre de merde n'était pas assez épicée à son goût? Ou est-ce que le fait qu'elle ait dit que elle était en voie de déconstruction, hein, qu'elle était en train de se déconstruire parce que il y a comme ça un environnement très raciste dans lequel elle vient, duquel elle vient, etc. Cet environnement raciste où justement c'est une véritable ponctuation de dire sale nègre de merde, hein, elle vient de ça. Et est-ce que ça suffit pas? En plus du fait que, évidemment, tout de suite après, elle explique que si Kylian l'attaque, c'est parce que c'est une femme, etc. Et que lui-même, il est responsable de violence envers les femmes. Bon, bref, vous avez tous les éléments du féminisme, du wokisme le plus Lopez, que je me déconstruis, etc. On m'attaque parce que je suis une femme, c'est une violence envers les femmes. Vous avez tout.
Vous avez tout. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Et elle insulte Kylian Mbappé, et elle spamme les insultes racistes les plus crues. Qu'est-ce qu'il faut de plus? Qu'est-ce qu'il faut de plus? Je pense que là, comment dire, le cas est plaidé. Normalement, là, le marteau, pas du commissaire-priseur, mais du juge de paix, s'abat sur le bureau et dit oui, c'est bon. Est-elle féministe? Déconstruction, on m'attaque parce que je suis une femme, blablabla. Elle a le langage, elle a le style, elle a les caractéristiques. Est-ce qu'elle est raciste? Sale nègre de merde, il a été élevé par des chimpanzés, les éléments. Voilà, c'est tout. Ça s'emboîte comme des Legos, hein. 1 plus 1 font 2, jusqu'à preuve du contraire. Voyons la suite. Là qui sont favorables à la gentrification durable, c'est exactement la même chose, c'est que la violence contre les femmes. Ce déplacement, il est intéressant parce qu'il est sur le terrain du genre l'équivalent de la race card. Quand une personne racisée est critiquée, déplace l'accusation de racisme vers la personne qui la critique. C'est une ressource pour déplacer la discussion du fait vers sa propre position minoritaire. Il dit c'est l'équivalent de la race card déjà. Il dit c'est l'équivalent de la race card, mais enfin, en fait, il confond deux choses. Il confond deux choses. Le truc, c'est que la race card, quand on dit faire la race card, c'est une espèce de trope de l'extrême droite états-unienne qui dit que lorsque des personnes noires sont critiquées, ça ne peut pas être à cause du racisme, ce n'est jamais à cause du racisme, et que lorsque elles mettent en avant le fait qu'elles subissent des attaques racistes, dernier cas, Jason Harday, attendez, c'est du racisme? Ah oui, c'est du racisme, tu crois qu'on t'attaque à cause du racisme? Non, 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 tu es en train de jouer la race card. Alors que c'est évident, il a été attaqué par l'un des intellectuels, l'un des universitaires, probablement l'universitaire en poste dans une université publique le plus raciste du monde. Ce concept de race card, c'est un concept qui a été utilisé pour le coup, puisqu'il est là pour invisibiliser, pour silencier, si on accepte cet anglicisme, pour réduire au silence les critiques du racisme. Alors évidemment, j'ai dit, ah, c'est la gender card la plus éclatée, parce que, comment dire, j'ai utilisé ironiquement ce trope pour dire que, en réalité, on a très peu d'exemples de personnes qui, effectivement, attaquaient pour, si j'ose dire, effectivement attaquer pour leur position, euh, se réfugient derrière une identité noire ou arabe ou une autre identité raciale minoritaire. Pourquoi? Bien parce que dans la société contemporaine, cette identité noire ou arabe dans le débat n'est pas quelque chose qui va te sauver, c'est quelque chose qui va t'enfoncer. Ce n'est pas une circonstance, comment dire, atténuante, c'est une circonstance aggravante. Et c'est ça qu'il n'a pas compris. Il n'a pas compris que, encore une fois, l'histoire de Jason Harday nous l'indique et nous l'illustre. La race est une circonstance aggravante, là où le genre est une circonstance atténuante. C'est ça tout le débat et tout l'enjeu de la discussion. Mais lui, il semble croire que la race card, c'est un vrai truc que les Noirs font, en fait. Que dès qu'on attaque un Noir, Jason Harday, là, on l'attaque et tout pour ses plagiats qui peuvent être, et qui sont probablement, au moins en partie, des attaques qui sont fondées. Mais la manière dont il s'est fait humilié dans les médias, dont il s'est fait harceler dans les médias, dont les journalistes l'attendaient devant sa porte, dont les journalistes aujourd'hui continuent à attendre les membres de sa famille alors qu'il est décédé devant la porte. Ça, si on dit, attendez, vous m'attaquez pas à cause de mon plagiat, vous n'avez pas attaqué mon mari, vous n'avez pas attaqué mon père à cause du plagiat et à cause de ces petits mensonges là dans son autobiographie loufoque, vous ne l'avez pas attaqué pour ça, mais vous l'avez attaqué à cause du racisme, on va dire, ah non mais, il joue sa race card. Et il compare ça à la situation de cette nana qui dit des abominations sur Kylian Mbappé, et après va dire ah mais quand Kylian me répond c'est parce que je suis une femme, etc. Il compare deux choses. En fait, il compare d'une part la race card qui est de la science-fiction d'extrême droite, de la science-fiction raciste,
et d'autre part, cette gender card qui est très effectivement ce qui est en train d'être fait. C'est très effectivement ce qui est en train d'être fait. Et donc déjà, il vient de nous prouver que sur la question raciale, il est complètement à côté de la plaque. Il vit dans un monde parallèle, il vit à Blancoland. Il peut avoir tous les pronoms qu'il veut, hein. Tous ces pronoms-là, ils sont blancs comme la neige. Ça, je peux déjà vous le certifier, hein. Ça va vous sortir la gender card la plus éclatée du monde. Ici, c'est la féministe carte. La femme manifestement raciste transforme sa féminité en position de vulnérabilité et requalifie la dénonciation de son racisme en sexisme. La question n'est alors plus que dit-elle, mais comment ose-t-on parler ainsi d'une femme, bordel? C'est ce qu'elle a fait. C'est très littéralement ce qu'elle a fait. Si ça vous rappelle rien, moi ça me rappelle Alice Cordier, Richard Sebag. Il y a des blagues sur son front qui sont requalifiées en misogynie. Une parole située dans le registre de la moquerie est extraite de son contexte pour devenir un conflit genré. La cible n'est plus seulement une personne en particulier, mais une femme victime de misogynie. La Voilà, oui, bon, là-dessus, je pense que nous pouvons être d'accord. critique ou la plaisanterie deviennent alors manifestation d'un En vrai, il est con, mais il a tout compris. Non, mais il a tout compris. Il a tout compris de mon message, mais il a pas tout compris de la société. Il a dit: «Oui, je pense qu'il a compris ce que j'ai dit», mais il n'a pas compris la société. S'il pense qu'il y a une équivalence entre la feminist card et la race card, c'est qu'il vit dans un autre monde que le nôtre. Il vit dans un monde parallèle. un rapport de domination. On se moque de savoir si Céleste Amarilla, Alice Cordier sont vraiment féministes. Est-ce que c'est la catégorie qui pose problème? La référence au féminisme, elle fonctionne comme une ressource discursive qui permet de déplacer le statut de l'énoncé de la critique, de raciste à sexiste, de blague. On s'en fiche de savoir si elles sont vraiment féministes. Bah, enfin, on s'en fiche. Tout dépend ce que cache ce «on s'en fiche». Parce que ça va être ça, je pense aussi l'un des éléments clés du problème, n'est-ce pas? On s'en fiche de savoir si elles sont vraiment féministes. Est-ce que ça existe des vrais féministes? Moi, ma thèse, c'est que non. Ma thèse, encore une fois, elle est assez nominaliste. Ça veut dire si vous dites que vous êtes féministe, vous l'êtes. Un point, c'est tout. Mais je pense qu'on y reviendra un petit peu plus tard. Parce que ça aussi, ce sera probablement au cœur du sujet. À misogynie, de propos contestables, à violence contre les femmes. Le féminisme, c'est moins un savoir ou une idéologie qu'un opérateur de requalification de la controverse. Vous avez toute la stratégie négrophobe du féminisme depuis des décennies. Alors, c'est quoi mon problème avec Ajari en fait? C'est son Ah, analyse qui permet de voir quelque chose de réel, l'accusation de sexisme, qui peut effectivement servir à neutraliser une accusation de racisme, mais qu'il généralise. Ce mécanisme, il mmh, l'utilise de telle manière qu'il arrive à parler de lien d'âme entre racisme et féminisme, du caractère intrinsèquement négrophobe du féminisme blanc, et oui. on peut se demander ce que cette généralisation, elle fait à la catégorie féministe. Je me dis qu'elle risque On peut se demander ce que cette généralisation fait à la catégorie féministe. Eh bien, je pense que cette généralisation fait à la catégorisation féministe la chose suivante, heu, elle lui rend son histoire. Elle lui rend son histoire réelle, effective et elle cesse, de nous abreuver de mythes. Heu, des mythes qui, sont ceux qui sont également c'est pour ça que j'avais, comment dire? Prêté une oreille attentive au react, de Nonor et Don Max sur, la question de cette controverse entre Decmarceau et Coquelin. Parce que l'un des arguments fondamentaux de la dite Aurore Coquelin, c'est le suivant. Heu, certes, il y a de fortes tendances nationalistes, racistes et cetera dans le féminisme contemporain, mais et c'est un argument que vous entendrez très souvent, c'est un détournement de l'histoire réelle du féminisme. Et regardez, il en va de même pour d'autres mouvements qui ont été détournés, comme par exemple, vous voyez, il y a beaucoup de racisme aussi dans certaines organisations syndicales, etc., etc. On les critique moins que le féminisme. Spoiler alert, c'est évidemment faux, mais on les attaque moins que le féminisme. En réalité, le mouvement ouvrier est dans la même situation. C'est un mouvement qui a connu de très fortes tendances chauvines, de très fortes tendances racistes, etc. Et qui, comment dire, ces tendances détournent finalement ces mouvements originellement progressistes. Merci Ibout de Luxe. Détourne ce mouvement originellement progressiste de sa voie principielle et l'emmène dans les chemins de traverse et les impasses du racisme, du colonialisme, etc. etc. Or, ce n'est
pas mon interprétation, je pense que cette interprétation-là n'est pas juste. Je pense qu'il y a une différence fondamentale entre le mouvement ouvrier à cet égard et le mouvement féministe. Certes, sur la question raciale, sur la question de l'interprétation de l'esclavage, par exemple chez Marx, j'en ai déjà parlé ailleurs, etc., le mouvement ouvrier est très imparfait. Cependant, et vous savez que je fais partie des gens qui critiquent fortement le mouvement ouvrier, qui considèrent qu'il y a une dimension, à de nombreux égards, euh, eurocentrique qui est au cœur du mouvement ouvrier. Cependant, malgré ça, je crois incorrect de dire que le mouvement ouvrier est fondamentalement, et dès son origine, dès son inception, si j'ose dire, un mouvement xénophobe, négrophobe, etc. Il y a des imperfections, il y a des défauts, il y a comment dire, un européocentrisme qui est évident. La fameuse phrase de Lénine selon laquelle comment dire, le marxisme, c'est l'économie politique anglaise, comment dire, la politique socialiste française plus la philosophie spéculative allemande, bon, voilà, vous avez toute l'Europe. Vous avez toute l'Europe, c'est l'Europe, etc. Et ça, effectivement, c'est quelque chose qui mérite d'être questionné. C'est un sujet qu'on peut discuter, qu'on doit discuter, qui est discuté dans différents ouvrages. J'ai déjà fait des discussions là-dessus, des vidéos là-dessus, comment dire, des lives là-dessus. Bref, c'est un sujet qui m'intéresse. C'est un sujet qui m'intéresse parmi d'autres. Mais je pense que là, on a quand même une différence très importante entre un mouvement qui est grevé de problèmes d'eurocentrisme et de mauvaises interprétations, etc. Et d'autre part, un mouvement, le mouvement pour le droit des femmes originellement, les suffragistes, etc., qui contient de manière essentielle et intrinsèque la suprématie blanche dans son programme. Je pense que ce sont deux choses très différentes. Très différentes. Or, moi, ce que je défends, et c'est une idée forte des Black Male Studies, le mouvement qui a été fondé par Tommy J. Curry, qui est professeur à l'université d'Édimbourg, où j'ai longtemps moi-même enseigné. Euh, c'est ce mouvement intellectuel d'études sur les hommes noirs. Ce qu'on défend, c'est que à l'origine du mouvement pour les droits des femmes, le discours sur la suprématie blanche et le discours négrophobe n'est pas juste une espèce de petit égarement, momentané. Il fait partie de la doctrine. Il est intrinsèque à la doctrine. Ça fait partie de leur vision de la civilisation et ça fait partie de leur anthropologie. Et ça, c'est quelque chose que très peu de personnes relèvent. C'est-à-dire, on considère toujours que c'est un détournement. On considère toujours que c'est une manière de se détourner du droit chemin originaire qui est ce droit des femmes ou ce mouvement féministe. Ce que les suffragistes états-uniennes, par exemple, voulaient établir, ce n'était pas une critique du patriarcat. Ça, il y a plusieurs articles de Tommy Curry qui le montrent très bien. Ce n'était pas une critique du patriarcat, mais c'était au contraire une volonté d'intégration de la femme blanche dans le patriarcat blanc. Et cela à l'exclusion des hommes noirs qui menaçaient à l'époque d'avoir le droit de vote au moment, de la fin de l'esclavagisme. Il y avait une sorte de rivalité, si j'ose dire, que les suffragistes elles-mêmes ont créée entre les hommes noirs et elles-mêmes les femmes blanches, et où elles se sont présentées comme comme des suppôts, comme des véritables suppôts de la civilisation. Des femmes comme Elizabeth Cady Stanton ou Susan B. Anthony. Ce sont des femmes qui ont défendu ce genre de position. L'infériorité biologique des personnes noires était la justification pour le fait que, au moment des abolitions de l'esclavage, au moment de l'abolition de l'esclavage, il fallait rétablir une norme civilisationnelle où les hommes blancs auraient besoin des femmes blanches et donc il fallait leur donner davantage de droits, car avec cette abolition-là, on avait un nouveau groupe de population sauvage lâchée sur le territoire comme ça avec de nouveaux droits. On ne pouvait pas se permettre que, eh bien, il n'y ait pas en face un bloc blanc plus solide pour, dans l'espace public,
comment dire, contrebalancer le pouvoir nouvellement gagné des populations noires. Les femmes blanches ne concevaient pas, dans ce contexte états-unien, l'obtention de leurs droits en dehors de la logique de l'équilibre racial des forces et en dehors du fait que tout leur combat visait également à entretenir, à améliorer et à perfectionner la domination blanche. Cela n'est pas simplement une espèce de petite, comment dire, note de bas de page marginale dans la logique de l'obtention de nouveaux droits pour les femmes, c'est essentiel à cela. Et ça, j'en avais déjà parlé également dans le contexte français à propos d'Olympe de Gouges, qui occupe une position un petit peu similaire, puisqu'elle est la rédactrice de la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Et elle, c'est dans la préface de sa pièce de théâtre Zamor et Mirza, aussi titrée Le naufrage, qui est une pièce qui se voulait une pièce abolitionniste, mais ces suffragettes aussi ont eu leur moment abolitionniste, mais ce moment abolitionniste s'est rapidement renversé en un moment extrêmement négrophobe. Et d'ailleurs, l'abolitionnisme et la négrophobie ne sont jamais véritablement, comment dire, incompatibles, en réalité, loin s'en faut. Bref, je ferme la parenthèse. Euh, Olympe de Gouges elle-même, dans la préface de ce texte-là, c'est une préface qui est postérieure à aux premières représentations de la pièce, revient sur cette pièce. Il est vrai que cette pièce avait déclenché au départ l'ire des colons blancs, en tout cas de leurs représentants en métropole, de leurs représentants à Paris, qui avaient parfois manifesté et fait interdire, enfin fait, comment dire, par leurs actions scandaleuses, empêcher les représentations de certaines pièces. Parce que tout ce qui touchait un tant soit peu, si j'ose dire, à leurs intérêts, leur déplaisait profondément. Mais à partir du moment où Bois Caïman a lieu, Bois Caïman, c'est la réunion qui mène au premier temps de la révolution d'Haïti, où des fermes, des plantations à Saint-Domingue, l'actuel Haïti, commencent à brûler. À partir du moment où euh, des euh, esclaves commencent à se rebeller, commencent à assassiner des maîtres, commencent à détruire le système esclavagiste en gagnant, en allant de victoire en victoire, de plantation en plantation, en détruisant système plantationnaire en système plantationnaire. À partir du moment où ça arrive, Olympe de Gouges, comme toute sa classe sociale à Paris, est sous le choc. Et elle écrit que, ce faisant, par le caractère odieux des méthodes qu'ils ont choisies pour leur libération, ils justifient l'esclavage, ils légitiment l'esclavage. En étant aussi sauvages, ils montraient qu'en réalité, ils avaient toujours déjà été faits pour les faire. Ils sont juste bons à servir les Blancs. Et elle défend les maîtres euh, qu'ils assassinent et dont ils essayent de se libérer. Elle les défend. Elle dit que dans leur grande majorité, ce sont des gens qui sont bons, ce sont des gens qui sont gentils, ce sont des gens qui sont bienveillants. Et méchamment, ces méchants noirs-là, ils viennent et ils leur ôtent la vie. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte de cette position? À quel point elle s'identifie facilement à l'homme blanc, propriétaire d'esclaves, oppresseur, et à quel point il est impossible pour elle de s'identifier aux noirs, hommes et femmes qui lancent leur vie dans la bataille pour leur propre émancipation. La seule émancipation qu'elle est capable de concevoir, c'est son émancipation à elle, émancipation bourgeoise, émancipation qui vise simplement à s'asseoir à la table de l'homme blanc. Voilà le type de logique qui préside à la constitution originelle du mouvement féministe. Voilà le mouvement des droits des femmes, d'où il vient. C'est un discours dans lequel qui contient intrinsèquement dans sa représentation même anthropologique du rapport entre les hommes et les femmes, la supériorité des Blancs. Et qui demande, non pas la destruction du patriarcat, mais le fait que la femme blanche puisse être une citoyenne, c'est-à-dire puisse avoir sa place dans l'ordre familial patriarcal et dans l'ordre social, dans l'ordre étatique patriarcal blanc. C'est ça la demande originelle. Et pourquoi est-ce qu'on critique le féminisme? Non pas parce que tout ça est resté exactement la même chose au fil des siècles, mais parce qu'il n'y a pas eu, ou si peu, de critiques radicales de ces débuts-là. Et
L'intervention de Aurore Coquelin le prouve, puisqu'elle dit: «Regardez, c'est quelque chose qui a été détourné de son origine première. Ces moments de racisme, ces moments de solidarité bourgeoise, c'est quelque chose qui détourne le mouvement féministe originel, de sa destinée, de sa destination». Non, 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 c'est les personnes qui décident d'en faire quelque chose de marxiste, qui décident d'en faire quelque chose de queer, qui décident d'en faire quelque chose d'antiraciste, qui le détournent. Mais originellement, contrairement au mouvement ouvrier, c'est un mouvement qui vise le renforcement du patriarcat blanc en y intégrant des sujets qui y étaient exclus, c'est-à-dire les femmes blanches. Et dans quels termes? Avec les règles, l'ordre de civilité, euh, les valeurs qui sont celles de la bourgeoisie blanche et de la suprématie blanche. C'est le mouvement du droit des femmes originellement, c'est un mouvement d'extension de la bourgeoisie et de la suprématie blanche, non pas un mouvement de lutte contre cette même bourgeoisie et cette même suprématie blanche. C'est tout l'argument des Black Male Studies qui est là, et c'est celui, au argument, comment dire, qu'il refuse ou qu'il réfute, etc. Mais en tout cas, vous ne pourrez pas dire que je ne vous l'aurais pas expliqué comment dire, de A jusqu'à Z. Voilà. Voilà. Je vous ai dit les termes. À son tour de transformer une catégorie historiquement hétérogène, traversée par des conflits de positions, de savoir contradictoires, en un bloc homogène où Alice Cordier, Céleste Amarilla. Ah voilà. Alors ça, le truc avec l'argument du bloc homogène, c'est un autre truc dont il faut qu'on discute. Parce que, ok, j'en fais soi-disant un bloc homogène, mais qui, dans le mouvement féministe, dit ce que je viens de dire? Et ça, c'est ce que j'appelle la, pardonnez-moi pour, comment dire, ce recours à des termes philosophiques quelque peu pompeux, mais je trouve que c'est assez amusant. C'est ce que j'appelle la théodicée féministe. Qu'est-ce que c'est que la théodicée? C'est ce discours qui nous vient de Leibniz. En réalité, tous les grands philosophes chrétiens l'avaient fait avant lui, mais c'est lui qui lui a donné ce nom-là. La théodicée, c'est la justification de Dieu. Vous savez, on voit sans cesse, et c'est un argument que tout le monde, il suffit d'avoir fumé 2-3 spliffs, d'avoir bu quelques petits verres de whisky coke, et vous avez 20 ans, vous avez cette discussion-là. Comment se fait-il qu'on puisse croire en Dieu alors qu'il y a tellement de malheurs sur Terre, etc., que tout le monde est malheureux, il y a des guerres, il y a des génocides, il y a des tortures, etc., mais on croit quand même en Dieu. Comment est-ce que c'est possible de réconcilier ces deux choses-là? euh, Comment est-ce que c'est possible? Comment est-ce que c'est concevable? Euh, eh bien, le fait de réconcilier ou de, comment dire, justifier, de légitimer, d'argumenter en faveur de l'existence de Dieu malgré tous les malheurs qui l'entachent, c'est ce qu'on appelle la théodicée. Eh bien, je crois que la théodicée féministe, c'est toujours ce truc-là. Quand tu critiques ce mouvement, il n'y a pas de critique de ce mouvement où la première réaction, le premier réflexe des personnes qui vont vouloir contre-argumenter avec toi, c'est de dire non mais c'est un mouvement extrêmement complexe, c'est un mouvement extrêmement contradictoire. Là, tu parles d'un féminisme, mais il y a toujours un autre féminisme pour répondre à ton féminisme. En somme, d'une part, ça requalifie toute critique du féminisme, c'est-à-dire toute critique externe, extérieure au féminisme, en critique interne au féminisme, comme si dans le féminisme, il y avait absolument toutes les positions, mais s'il y a absolument toutes les positions à l'intérieur du féminisme, alors pourquoi est-ce que les gens continuent à se revendiquer ou à se réclamer de ce truc-là? Personnellement, comment dire, est-ce que vous pourriez est-ce que vous pourriez cohabiter dans un mouvement avec, avec des nazis, avec des fascistes? Est-ce que et vous vous disputez, vous dites: «Non, mais c'est juste une tendance et cetera, comment dire? Les nazis, ce n'est qu'une tendance de mon mouvement». Mais c'est pas parce qu'il y a des nazis qu'il y a pas une tendance qui dit absolument l'inverse, et vous vous battez pour ça. Moi, à partir du moment où dans mon mouvement, il y a des nazis, je vais pas me battre pour ça, si vous voulez, hein. Je veux dire, à partir du moment où les nazis se diront décoloniaux, je pense que je commencerai à me poser des questions, si vous voulez. Heu et mais il y a plein de manières dont on peut appeler les luttes dites féministes dans le monde non occidental. Par exemple, il y a Cleanora Hudson Weems qui parle à propos comment dire, des luttes, bah, qui sont pas des luttes féministes pour le coup, mais des luttes des femmes dans les mondes noirs, de womanism.
Et elle a inventé ce concept de womanism, que je l'ai écrit dans le chat pour les gens qui sont, comment dire, qui ont des problèmes avec ma prononciation, pour se distinguer des errances du mouvement féministe dont j'ai donné quelques exemples là. Et donc il y a cette théodicée féministe qui, quoi que vous disiez, dit toujours non mais c'est juste un mouvement parmi d'autres, et comme s'il y avait toujours dans le féminisme, quel que soit l'argument, quelle que soit l'opposition que vous lui faites, comme s'il y avait toujours les ressources, des ressources infinies finalement, que tout le monde avait déjà dit quelque chose que vous êtes déjà en train de dire. Mais il y a certaines choses qui n'ont jamais été dites. Voilà. Si vous voulez, la critique fondamentale que je viens de formuler, je ne doute pas qu'il y ait des gens qui l'aient dite. Mais par contre, à propos des hommes non blancs et notamment des hommes noirs, il y a certaines choses qui n'ont jamais été dites. Et la chose qui n'est jamais dite, la chose qui est absolument exclue de l'orbite de cela, et c'est ça qui nous met sur la voie de la nécessité des Black Male Studies, c'est que les hommes noirs sont ciblés par le pouvoir en raison de leur appartenance de race et de genre. Et je dis bien en raison de. C'est-à-dire que euh, le genre des hommes noirs n'est pas simplement une circonstance aggravante de leur noirceur, comme on l'explique parfois, mais c'est une catégorie qui est ciblée délibérément, qui est visée, qui est attaquée parce que ce sont des hommes noirs. Dans le contexte français, parce que ce sont des hommes musulmans ou des hommes arabes. Ils sont diabolisés, ils sont démonisés, ils sont considérés comme des bêtes, comme des animaux, ils sont traqués par le pouvoir. Il y a une logique de violence, de chasse, une logique exterminatrice à leur égard. Et c'est le cas dans la rue. On a des cas qui sont particulièrement frappants. Celui que, comment dire, sur lequel j'ai pas mal travaillé ces dernières années, c'est évidemment Michel Zeclerc. Euh, il y a d'autres circonstances dont on a pu déjà parler, qui sont les cas de Théo, bien entendu, Théo qui a été violé, qui a été sodomisé par une matraque de police, tous les cas de violence policière que vous connaissez très bien. Euh, mais il y a aussi, bien entendu, dans le milieu intellectuel, le cas de Jason Harday, sous lequel, disons, j'ai mis, comment dire, j'ai placé, euh, sous l'égide duquel j'ai placé cette vidéo du jour. Euh, il y a également ce cas-là, cette circonstance-là, d'un homme qui est chassé médiatiquement euh, et acculé au point de désespérer et de mettre fin à sa propre vie. C'est plus de 250 articles qui ont été publiés dans la seule presse britannique en 11 jours, ce qui a mené à sa mort. Euh, C'est-à-dire que c'était impossible pour lui d'allumer la télévision, de sortir dans un abribus, etc., sans voir au frontispice des journaux sa propre disgrâce. Voilà le genre d'acharnement, le genre de violence, comment dire, discursive ou politique, qui ne frappe que les hommes noirs. Et ça, même des féministes qui peuvent être basés, etc. C'est une question que j'ai vue passer, par exemple, plus haut sur Angela Davis. Angela Davis, qui est une intellectuelle intéressante à beaucoup d'égards, mais précisément, lorsque on lit un petit peu ses travaux sur la violence policière et les violences institutionnelles contre les hommes noirs, elle ne va pas jusqu'à cette conclusion, qui est celle des Black Male Studies, que les hommes noirs sont de manière délibérée traqués par le système politique. Elle dit que c'est une circonstance aggravante, que leur appartenance de race-genre est une circonstance aggravante. Or, ce que disent les Black Male Studies, c'est que ce n'est pas une circonstance aggravante, c'est une cause, c'est une motivation pour le harcèlement. La seule raison pour laquelle Michel Zeclerc a été violenté, a été battu, a été humilié et a été accusé à tort, c'est parce qu'il est un homme noir. Il n'y a pas d'autre raison. La noirceur des hommes noirs n'est pas une circonstance aggravante, c'est un motif de volonté, de violence, voire de mise à mort de la part du système de la suprématie blanche. Et ça, c'est ce que vous ne trouvez dans aucun texte féministe. Au mieux on vous dit que cette appartenance est une circonstance aggravante pour des fautes qu'ils commettent déjà. On ne dit jamais que c'est cette appartenance-là la faute, dans une vieille logique exterminatrice propre à la suprématie blanche. Et cette manière de fonctionner ne fonctionne
qu'avec les hommes noirs, elle ne fonctionne pas de la même manière avec les femmes noires qui, elles, sont victimes d'autres violences. Et évidemment, mon but, ce n'est pas de créer une mise en concurrence, ce n'est pas de dire que les femmes noires l'ont facile, etc., qu'elles ont la belle vie, et tout ce qui s'ensuit. C'est absolument pas ça. C'est absolument pas ça l'argument, mais c'est qu'il faut bien se rendre compte de la spécificité des violences qui ciblent chacun de ces groupes, et que la violence qui cible les hommes noirs est non seulement grave, systémique, mais particulière et particulièrement délibérée. Et ça, c'est quelque chose que vous ne trouvez pas dans les discours féministes. Et vous pouvez dire, oui, ils sont tous contradictoires. Au mieux, vous avez une sorte de commisération pour leur situation et on dit qu'ils subissent des trucs un peu plus graves que les autres, enfin, qu'il y ait une espèce de gradation, mais pas une mécanique propre et une mécanique spécifique. Ça, c'est le meilleur side avec Angela Davis. Ou bien, vous avez l'autre side, mais qui est la side, comment dire, la plus fournie, c'est-à-dire de Alice Cordier au féminisme hégémonique, ceux qui vont vous dire que bah, le problème, c'est leur masculinité toxique à eux, et que bah, c'est normal que les flics leur cassent la gueule parce qu'eux-mêmes, ils sont déjà trop virilistes, etc., qui sont victimes de leur propre masculinité, c'est-à-dire qu'ils ont des attitudes qui font qu'ils se mettent eux-mêmes en danger, etc. Bah, la manière dont Michel Zeclerc se met en danger, c'est de traîner devant son propre studio de musique. Voilà, c'est ça, c'est sa manière de se mettre en danger. Et donc, si vous voulez, moi, mon seul problème avec la théorie féministe, c'est son racisme. Je veux dire, moi, je m'en fous des histoires sur, si vous voulez, la défense masculiniste de l'homme traditionnel, etc., etc. Tout ça, ça m'intéresse pas, ça ne me plaît pas. J'ai pas envie d'être un type traditionnel, etc. J'ai pas, ça me, c'est pas, c'est pas mon but dans la vie. Mais par contre, ce qu'il faut véritablement avoir sous les yeux, ce qu'il faut véritablement avoir en tête, c'est cette dimension raciste qui n'est pas contingente, qui n'est pas une espèce de détournement tardif, mais qui est placée au cœur, intrinsèquement, de ce discours-là depuis des siècles. Et un véritable bilan critique de cela, à l'intérieur même du mouvement féministe, tarde à venir, tarde très clairement à venir. Et des réactions comme celle de Aurore Coquelin qui dit que non, non, mais c'est exactement la même chose que tous les mouvements, etc. Et on est sexiste parce qu'on s'attaque particulièrement au mouvement féministe, c'est une espèce de manière de sauver quelque chose qui peut-être ne mérite pas d'être sauvé, très franchement. En tout cas, du point de vue, je pense, antiraciste, du point de vue décolonial, du point de vue afro, tout cela ne mérite pas d'être sauvé. J'ai pas envie, moi, de me sacrifier pour que des femmes blanches se mettent à la table des hommes blancs et, comment dire, se gavent à nos dépens. Ça ne m'intéresse absolument pas, franchement. Ovidie et pourquoi pas, je sais pas moi, Bell Hooks, ben, elles sont mises dans le même panier. Dans mon Ovidie, j'en sais rien, mais Bell Hooks, évidemment qu'elle est mise dans le même panier. Bien évidemment. Bah, Ovidie, j'en sais rien. Je sais pas, jamais lu Ovidie, je sais pas ce qu'elle raconte. Mais Bell Hooks, oui, bien sûr, elle dit la même chose. Bell Hooks dit exactement la même chose. Alors, il y a l'exemple que je prends très souvent, euh, où, comment dire, elle parle des Central Park Five, je crois que c'est dans son livre We Real Cool, dans le livre We Real Cool. Euh, et elle dit que ces Central Park Five, ce sont des jeunes, des adolescents, je répète, ce sont des adolescents, des enfants, des mineurs, des adolescents, des enfants, des mineurs noirs qui ont été accusés à tort du viol et du meurtre d'une jeune joggeuse. Il y a un film de Ava DuVernay en plusieurs parties, enfin une mini-série, on peut dire ça, qui s'intitule In Their Eyes sur Netflix, qui retrace cette histoire. Vous pouvez aller la voir. Bon, ça parle pas de Bell Hooks, évidemment, mais ça parle de la procureure féministe blanche qui les pourrit, etc. Euh, et Bell Hooks, dans We Real Cool, explique que effectivement ces jeunes-là sont, comment dire, envahis par le masculinisme noir, qu'ils ont cette espèce de masculinité brutale et violente qui traverse l'ensemble de la culture noire, qui les pousse à ça dès leur plus jeune âge. Et en fait, elle reprend à son compte le mythe du super prédateur noir qui va également être propagé euh, qui va également être propagé après par Hillary Clinton. Euh,
Et il y a d'autres passages. Alors, elle ne manque jamais une occasion de dire que le mouvement noir, c'est un mouvement pas possible, un mouvement, comment dire, excessivement sexiste, etc. Et donc, Cleanora Hudson Weems, l'auteur de Africana Womanism, elle a une toute autre interprétation de ce mouvement-là, une toute autre interprétation de la place, du rôle et du destin du mouvement noir. Et elle aussi, c'est une femme noire qui écrit sur la condition des femmes noires, mais depuis une autre perspective. C'est-à-dire que, évidemment, les livres de Clinora ne sont pas traduits en langue française, alors que les livres de Bell Hooks le sont par palette, voire par container entier. Donc, la position et les postures, les attitudes intellectuelles qui prédominent à propos de cette histoire dans ce pays, en France, ce qui arrive jusqu'à nous, n'est pas représentatif de la totalité des débats. Et ça, c'est quelque chose que j'avais essayé de montrer dans mon livre Noirceur, Noirceur que j'ai relu un petit peu pour préparer ce live. Euh, Je crois pas que La Fabrique ait édité du Bell Hooks. Par contre, ça, d'ailleurs, on leur avait reproché, comment ça s'appelle, Divergence. Divergence, ils ont édité beaucoup de Bell Hooks. Et on leur avait reproché, il y a des gens qui ont dit, waouh, comment ça se fait, vous éditez du Bell Hooks pour vous faire du fric, et après vous éditez ce gros connard de Norman Ajari. euh, Be mild about it. Be mild about it. Hein? Tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Slay Queen? Moi, je m'en fous. Oui, oui, je prends l'argent de Bellux pour publier des trucs basés. Allez, 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 la pipeline, elle est bien comme ça. Clock it, clock it. Voilà. Non, c'est logique, c'est logique, c'est logique, c'est logique. Donc moi, je suis pas fâché, je suis pas fâché à ce propos-là. Je suis pas fâché à ce propos-là, mais c'est c'est bien, c'est bien. Non, mais voilà, bah non, mais quand on écrit un livre, après on oublie ce qu'il y a dedans, quoi. Surtout que j'en ai écrit d'autres depuis, donc forcément j'ai oublié une partie des choses qui sont dedans, c'est logique. Et même j'ai fait en vitesse, j'aurais dû réviser davantage. Mais bon, hem, mmh, en tout cas, c'est certainement pas chez Bell Hooks que vous allez trouver un antidote à ce discours négrophobe contre les hommes noirs qui est absolument dominant. Alors peut-être que chez vous avez quelque chose de bien chez Ovidie, je n'en ai aucune idée, franchement. Je ne sais pas si elle parle de ça, je ne sais pas si elle parle de questions raciales, etc. Je n'en sais rien. Voilà, je n'en sais rien. Peut-être que c'est mieux, je ne sais pas. Mais, mais en tout cas, de ce que je connais, dans le black feminism, vous avez assez peu de déviations de ce thème-là, quoi. Vous avez des autrices très intéressantes, mais qui, sur cette question précise, à mon avis, sont pas du tout basées. Mais vous avez quand même des choses très intéressantes. Mes préférés, c'est évidemment Saidiya Hartman. Saidiya Hartman et son ouvrage Scenes of Subjection, que je considère comme un chef-d'œuvre. Euh, où vous avez Hortense Spillers. Hortense Spillers, qui sont voilà, des ouvrages qui, encore une fois, je ne considère pas du point de vue des Black Male Studies qui sont satisfaisants, mais qui sont pour autant d'une intelligence tout à fait remarquable. Voilà. C'est pas une intelligence superficielle comme ce dont on se nourrit en France, tant et plus comme Colette Guillaumin, qui est un autre grand problème. Quoi. La centralité de Colette Guillaumin dans le discours français, c'est aussi une catastrophe pour nous autres. La question raciale qui est digérée et contrôlée dans la circulation du discours par des féministes blanches, ça c'est vraiment le mal français par excellence. Enfin bref. Hein, continuons à écouter le discours de ce charmant individu. Mon travail, moi je me demande comment sur les réseaux sociaux, des catégories comme féminisme, racisme, misogynie ou violence cessent de fonctionner seulement comme des concepts qui permettent de décrire une réalité, mais deviennent de simples cartes à jouer dans la controverse. La race card, la féministe card ne sont alors plus Oh là là, c'est pas bon son sujet. Hein. Je suis désolé, c'est pas bon son sujet. Là. Comment est-ce que la race card et la féministe card, bah déjà, comme on l'a dit, la race card c'est un mythe. La race card c'est un mythe. Ah, peut-être que si son but c'est de prouver qu'il y a vraiment une race card, si vous voulez, c'est-à-dire pour prouver que dire attention, attention, ne me critiquez pas, je suis noir. Que ça marche vraiment dans la réalité. Si c'est ça son but, je ne sais pas si je dois véritablement prendre la peine de le qualifier de camarade. Je suis plus sûr en fait. Je suis plus sûr si c'est ça son but.
si c'est comment dire, de, de, de montrer, de mettre en mots, d'apporter les preuves de l'existence de la race card, que oh là là, on abuse avec ça, il suffit de dire ah je suis racisé pour que pour que les choses pour que les choses fonctionnent. Après, peut-être que enfin parce que encore une fois la race card c'est un comment dire un concept d'extrême droite, hein. C'est un concept d'extrême droite. J'ai parlé de gender card de manière parodique dans ma vidéo. Bah, je me rends compte que peut-être que j'aurais pas dû. Peut-être que j'aurais pas dû utiliser ce terme, comment dire, voilà, de façon ironique finalement, de façon ou même peut-être plus sarcastique qu'ironique. Euh, oui, éviter de sortir la race card devant le juge. Exactement, c'est très exactement ça. Merci au reste, c'est un excellent argument. Alors que la féministe card devant le juge, elle marchera très bien. Elle marchera très très bien. Il n'y a, y a pas de problème. Il n'y a aucun problème. C'est un peu une dinguerie. C'est un peu une dinguerie. Qu'il retourne boire sa chouffe en regardant Camelot Pitié. Là, ça, je le prends très mal. Je le prends très mal parce que moi, c'est ce que je fais. Et pour autant, je ne pense pas comme ça. Je ne pense pas comme lui. Voilà. Et en plus, j'ai des pronoms moins compliqués que les siens. Simplement des accusations, elles deviennent des opérateurs, des stratégies qui permettent de redistribuer les positions de victimes, d'agresseurs et de témoins, et donc de rendre certains savoirs visibles tout en invisibilisant d'autres. Si cette formule Bah, je veux bien, hein. Je veux bien, mais il faut d'avoir dans quel sens ça marche et surtout pour qui ça marche, à qui profite le crime, franchement. Euh, et je me demande vraiment dans quelles circonstances, dans quelle logique, dans quel lieu, dans quels espaces, c'est à des types comme moi que ce type de playing the race card fonctionne, hein. À quel niveau? Parce que, écoutez, on peut m'accuser de beaucoup de choses, mais vous pouvez pas dire que là, vous pouvez pas être d'accord, vous pouvez trouver que c'est de la merde, vous pouvez trouver que c'est complètement con, mais vous pouvez pas dire que je vous ai pas donné des arguments. Là, j'ai l'impression d'avoir quand même donné des arguments. Voilà, j'ai pas juste joué la race card. Mais vous voyez, pour pour discuter de ce genre de sujet, on est obligé d'arriver et d'apporter un certain nombre d'éléments, un certain nombre de données, d'avoir un ensemble d'avoir du biscuit, quoi. D'avoir du biscuit, d'en avoir sous le coude. Sinon, personne ne vous écoute, les gens n'ont rien à foutre. C'est des sujets, des questions qui sont absolument pas traités avec les égards et avec la patience qu'il faudrait. Et précisément, pour que ce soit pas comment dire, entendu, ce qu'on dit, c'est «Ah, tu joues la race card. Tu joues la race card. Ah, ah, c'est les hommes noirs qui chialent alors que vous êtes tellement privilégiés, etc. Les hommes noirs sont les blancs des noirs», ce genre de conneries. Ouais. Et, euh, Norman, je suis déçu, tu ne décortiques pas un peu son style BDG. J'ai pas envie de me moquer de lui parce que, étant donné qu'il est venu me parler sur Internet, étant donné qu'il est venu, comment dire, discuter avec moi, qu'il m'a envoyé, qu'il a eu la politesse de m'envoyer son contenu, j'ai pas envie de me moquer de lui sur son style ou son physique, etc. Je veux juste me moquer de lui sur ce qu'il écrit et surtout le critiquer parce qu'il a pas, ça pas être un type qui a un mauvais fond. Je pense qu'il dit des trucs qui sont clairement, je vais pas dire qu'ils sont clairement racistes, mais franchement, son affaire sur la race card là, c'est pas carré du tout, pas carré du tout, du tout, du tout, du tout, du tout, loin s'en faut. Sa vision du féminisme, elle est complètement délulue, illusionnée, enchanteuse, enchanteresse argosienne pour les joueurs de Magic l'Assemblée. Il est dans son monde, quoi. Mais je vais pas me moquer de lui, je vais le moquer physiquement, etc. Il n'y a pas de raison. Euh, une petite blague de temps en temps sur la quantité astronomique de pronoms, ça me suffit. C'est trop. C'est trop, c'est trop. formulation, elle expose la stratégie raciste de Céleste Amarilla, elle oblitère le féminisme comme catégorie antiraciste dans un amalgame au mieux maladroit. Elle oblitère le féminisme comme catégorie antiraciste. Le féminisme n'est pas une catégorie antiraciste. Désolé, je vais devoir me répéter plusieurs fois. Hein. Après, on va dire que je fais comme Dr Oumar, mais le féminisme n'est pas une catégorie antiraciste. Le féminisme n'est pas une catégorie antiraciste. Le féminisme n'est pas une catégorie antiraciste. Et la plupart du temps, le féminisme est une catégorie raciste. Ça l'est historiquement, ça l'est encore aujourd'hui.
On n'a pas besoin d'aller jusqu'à Ni pute ni soumise. Regardez qui est au gouvernement. On parle sans cesse de Aurore Berger, etc. C'est majoritairement, de manière archi-dominante, une catégorie raciste. Et le problème, c'est que ça l'a toujours été. On peut parler de Némésis, mais comme j'aime à le répéter, Némésis, ce n'est pas une déviation droitière du féminisme, c'est le féminisme canal historique. C'est le féminisme Olympe de Gouges, c'est le féminisme des suffragistes états-uniennes, c'est le féminisme des féministes qui ont rejoint le parti d'extrême droite, le parti national-socialiste en Grande-Bretagne dans l'entre-deux-guerres. C'est ça. Et ça, c'est une dinguerie en fait. À quel point ce mouvement a réussi à mettre sous le tapis son véritable bilan. Son véritable bilan. À quel point il a réussi à se dissimuler dans la culture contemporaine comme un mouvement de femmes blanches, suprémacistes blanches, qui travaillaient en faveur du patriarcat blanc. Oui, Némésis est canon dans le lore. Némésis est absolument canon dans le lore. Tu vois comment les féministes ont fait chier sur le voile, mais évidemment. Et c'est la question du voile, la question des personnes trans, en fonction du climat de chaque pays, vous allez voir que le discours dominant est toujours un discours réactionnaire. Et pour se rassurer, on est là en train de se dire que non, mais ça, c'est une déviation. En réalité, ça, c'est la théodicée. C'est la théodicée féministe. Au même titre que Dieu est parfait malgré l'imperfection du monde, le féminisme est absolument parfait malgré l'imperfection de la quasi-totalité de ces manifestations sociales dominantes. Yo Norman, tu peux me dire ce que tu penses de Mathilde Larère, si tu en penses quelque chose. C'est celle avec le coup de la masculinité, c'est celle-ci ou c'est autre chose? Pardon, je sais pas, je suis pas au courant de tout ce qui sort. Le féminisme a réussi à se cacher de son suprémacisme, comme Marine Le Pen a réussi à dédiaboliser le FN, car femme, donc non violente, et pleine de bonté par nature. Oui, c'est ça. En plus, il s'agit de se cacher derrière des clichés, comment dire, derrière les clichés les plus éculés. Hein. Et si vous voulez, quelques, quelques petites prises de position excessivement, j'allais dire paternalistes, on va dire maternalistes, quelques positions extrêmement... Ah, c'est Pétavin, le truc. Mathilde, c'est une historienne. Je sais pas, je crois pas que je crois pas que je l'ai lu. Bah non, je suis sûr que je l'ai pas lu, mais je crois pas que je l'ai vu en vidéo, quand je l'ai en vidéo, quoi. Norman, est-ce que tu es d'accord avec le terme de fémonationalisme ou pour toi le féminisme est originellement raciste, donc il n'y a pas besoin de l'utiliser? Bah, l'un n'empêche pas l'autre, hein. Je pense qu'on peut l'utiliser. C'est pas parce que le féminisme est originellement raciste qu'on n'a pas besoin de l'utiliser. Ça parle ça parle des circonstances actuelles, ça parle, comment dire, de ce que, on en parlait tout à l'heure en plus, de ce que Françoise Vergès appelle le féminisme civilisationnel, ça parle de cela, quoi. Ça parle d'un moment particulier dans cette histoire-là. Euh, et donc, si on le prend comme une catégorie, je dirais, historique, qui vise à se situer dans ce moment-là où le féminisme en tant que tel, parce que même, moi j'ai beaucoup parlé du mouvement pour les droits des femmes, pour essayer d'éviter de faire trop d'anachronismes, mais le fémonationalisme en tant que tel, il est contemporain de l'inflation médiatique et politique du concept de féminisme lui-même. C'est-à-dire que ce, ce, Olympe de Gouges n'a pas connu le concept de féminisme. Les suffragistes états-uniennes et britanniques n'ont pas connu le concept de féminisme. Euh, je parle du mouvement des droits des femmes en général. Euh, mais le fémonationalisme, lui, il parle de la prolifération de l'usage et de la revendication du concept de féminisme au service de l'interdiction du voile, des interventions étrangères de nations impérialistes, etc. etc. Il parle de ce moment-là, de ce moment particulier, je dirais, qui gravite autour du 11 septembre, quoi, et du moment post-11 septembre. C'est plutôt une étape dans l'histoire. Mais le problème, c'est que très souvent, cette revendication, cet usage critique du terme de fémonationalisme, c'est un outil
pour nous faire passer tout le reste, pour dire que le problème, encore une fois, un move de théodicée féministe, il y a comment dire, la chute, la tentation du serpent qui vient à un moment donné. Le serpent n'est autre que le nationalisme, l'islamophobie, le 11 septembre, la guerre contre la terreur, etc. Il vient comme ça, comme une espèce de mauvais génie. Il vient bouleverser le paysage précédemment idyllique, ravissant, charmant, euh, qui était celui du féminisme. Et là, d'un seul coup, ça devient des méchantes racistes, alors que auparavant, elles étaient, auparavant, je vais le mettre plutôt comme ça sera peut-être mieux pour le chat. Alors qu'auparavant, elles étaient absolument merveilleuses. Elles n'avaient pas eu une seule idée raciste, pas une idée pas une seule pensée suprémaciste blanche aurait pu leur traverser l'esprit, etc., etc. Et ça, comment dire, c'est bien le type de questions qui sont invisibilisées. Je veux dire, c'est pas le discours féministe qui est invisibilisé. On n'invisibilise pas le féminisme en tant que catégorie antiraciste, encore une fois. Le féminisme n'est pas une catégorie antiraciste. J'ai pas envie d'aller jusqu'à dire que c'est purement et simplement une catégorie raciste, mais franchement, c'est pas l'envie qui m'en manque. Ce n'est que la sagesse et la méthode qui me poussent à me dire que, allez, peut-être pas. Mais en tout cas, je dirais peut-être pas que le féminisme est une catégorie originellement, enfin, est une catégorie raciste, mais en tout cas, c'est une catégorie originellement raciste. Ou en tout cas, le mouvement pour les droits des femmes est originellement inséparable de la suprématie blanche. Ça, I'll die on that hill. Le problème, c'est que le féminisme, si ce mot peut être utilisé, désigne la défense des droits des femmes telle qu'elle est faite par les femmes blanches, du fait d'une hégémonie aussi de l'Occident. Donc c'est pourri à la base. Tu penses quoi de Donna Haraway? J'aime beaucoup. Dans le manifeste Cyborg, elle dit justement que le problème du féminisme, c'est sa croyance aveugle en son innocence. Oui, exactement. J'aime beaucoup Donna Haraway. C'est d'ailleurs comment dire, un texte que j'ai écrit notamment sur Donna Haraway qui m'a fait repérer par mon premier éditeur à la découverte et qui a donné naissance à La dignité ou la mort. Donc finalement, La dignité ou la mort existe un petit peu grâce à Donna Haraway. Du fait que j'ai une période où je lisais beaucoup ça. Mais enfin, je veux dire, après, c'est pas, franchement, c'est vraiment pas pour montrer patte blanche ou quoi, parce que c'est profondément ridicule. Mais il y a plein de théoriciennes féministes qui sont très intéressantes à côté de ça et qui ne rentrent pas du tout dans cet écueil-là. Donna Haraway, c'est un exemple. Judith Butler, j'en ai pas mal parlé dans un live précédent. Je pense que c'est quelqu'un, comment dire, on va dire une philosophe, des grandes philosophes du 21e siècle, incontestablement. J'ai parlé des black féministes que je trouvais passionnantes tout à l'heure. Donc la question n'est pas de dire que il ne peut pas y avoir de théorie ou de discours intéressants dans la pensée féministe, dans la philosophie féministe, dans la pensée politique et la critique féministe. Loin s'en faut, c'est absolument pas ça l'argument, mais c'est de dire qu'en tant que mouvement, fondamentalement, euh, on parle de féminisme hégémonique, de féminisme, mais l'antiracisme est une exception et une exception très rare. L'antiracisme est une exception et une exception très rare dans ces mouvements. Et même quand on parle de Judith Butler, même si son premier livre était consacré effectivement au féminisme, au discours féministe, le discours queer et le mouvement queer, c'est aujourd'hui autre chose. On les met ensemble, on les sépare, etc. Mais c'est pas la même chose. Le mouvement queer, c'est pas la même chose. Et comment dire, le mouvement queer est infiniment moins hostile à notre existence. C'est un diagnostic que je fais en tout cas, que le mouvement féministe. Et c'est logique. Si vous voulez, c'est logique. Et pourquoi est-ce que j'ai envie de dire ça aussi? Parce que, et c'est quelque chose que j'ai déjà tenté de manière très allusive, mais dans un des articles que j'ai publié, c'est que, selon moi, pour comprendre la condition des femmes trans non blanches, qui est une condition, comment dire, de, 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 de- d'extrême violence dans beaucoup d'endroits du monde, on a besoin des Black Male Studies pour les comprendre. On a besoin de comprendre à quel point il y a un entrelac entre la transmisogynie et la critique et la violence et la haine des hommes non blancs.
on est bien forcé de voir ça. Que c'est parce que on voit derrière la femme noire, l'homme noir, que la transmisogynie qui vise les femmes trans non blanches est aussi intense et aussi brutale. Et si on ne prend pas les outils des Black Male Studies, c'est quelque chose qu'on a du mal du mal à comprendre. Euh, et parmi ces outils, essaye d'intervenir un petit peu plus poliment. Tu exagères, tu m'as coupé en plein milieu d'une phrase, juste pour ton dessin animé. Excusez-moi excusez-moi une. Oui, mais tu vois bien que que je suis en train de parler. Essaye d'être un petit peu plus poli, s'il te plaît. Moi, quand tu es en plein milieu d'une phrase, je viens pas t'interrompre. Ça se fait pas des choses comme ça. Vraiment, je suis vraiment confus. On, on essaye de discuter de choses. On essaie de discuter de, on essaie de discuter de choses graves, mais bon, parfois, la vie, c'est comme ça, hein. La vie, c'est comme ça. On, on me parle de tragédie terrible, mais la véritable tragédie, c'est que le dessin animé ne fonctionne pas. En plus, je crois que c'est un film, je crois qu'elle regarde un film de Robert Rodriguez, vous savez. Robert Rodriguez, le mec qui faisait des films avec Tarantino, là. Euh, Et il a fait, je sais plus, oui, Spy Kids, voilà, c'est ça. Il faisait des films assez loufoques avec Tarantino et tout ça. Merci, quoi. Notamment, je crois que c'est Boulevard de la Mort, c'est lui qui l'a réalisé, n'est-ce pas? Il a réalisé Boulevard de la Mort et après il s'est mis à faire plein de films de dessins animés pour les enfants. Voilà, il y a c'est Spy Kids, ouais, je crois. Et il a fait aussi un film de super-héros comme ça. Ah oui, Desperado qui était trop bizarre. Euh, et, euh, et aujourd'hui, il fait essentiellement des films pour enfants. C'est marrant comment dire, cette transformation. Quoi. Mais je peux pas lui en vouloir de voir des films de Robert Rodriguez. Moi aussi, je voyais des films de Robert Rodriguez. Après, j'avais pas cet âge-là et c'était pas les mêmes films. mais, euh, mais bon, c'est intéressant. C'est intéressant. C'est cool parce qu'après tout, Robert Rodriguez est un auteur. Donc, en voyant Spy Kids, on regarde un film d'auteur. C'est comme si regarder un film pour enfants de Tarantino, d'une certaine façon, car c'est son héritier déclaré. Bonjour, question. Si le féminisme occidental s'est construit autour de la pensée suprémaciste blanche, alors le féminisme des continents asiatiques, africains et sud-américains, eux, se sont construits comment? Voilà, on peut revenir, comment dire, au sujet sérieux avec cette question. Je vais te répondre à partir, pour le coup, de Cleanora Hudson Weems dans son livre Africana Womanism, parce qu'elle donne une réponse intéressante. Après elle, son contexte, c'est le contexte africain-américain, mais je pense que ça peut s'appliquer à d'autres lieux ou à d'autres contextes. Mais bon, voilà, je vais parler d'un contexte que je connais un petit peu mieux que d'autres. Euh, Ce qu'elle explique, et c'est un argument assez amusant, quoi. Euh, et historiquement, c'est fondé que, au départ, il y a eu le mouvement abolitionniste, notamment mené par des figures noires. Et quand je parle d'abolitionnisme, je parle du vrai abolitionnisme. Je ne parle pas de l'usage complètement débile et dégénéré du terme qui est utilisé dans le débat français actuellement à propos de la prostitution, etc. Non, non. Je parle du vrai abolitionnisme, c'est-à-dire celui qui vise l'abolition de l'esclavage négrier, n'est-ce pas? Qui vise l'abolition de l'esclavage négrier dans les Amériques. Ok, le vrai abolitionnisme. Bien. Eh bien, cet abolitionnisme-là a été notamment mené par des figures noires, des femmes noires, bien entendu. Hein. On a des Ida B. Wells, par exemple, dans le mouvement, et bien d'autres. Euh, c'est un mouvement comment dire, qui comporte des femmes noires et des hommes noirs. Frederick Douglass, par exemple. Voilà. Euh, Ce mouvement a été imité par les suffragistes blanches. Elles l'ont imité, elles l'ont décalqué. C'est le mouvement abolitionniste qui a inspiré le mouvement des femmes, qui a inspiré le mouvement pour le droit des femmes. L'abolitionniste, c'est le type de politique menée par les personnes noires dans l'espace public nord-américain, a précédé le mouvement
des femmes. Et ce mouvement des femmes l'a plagié, si j'ose dire. En tout cas, il l'a imité. Ça, c'est aussi un élément important. Et donc, lorsque Clinera parle du féminisme noir, elle dit, eh bien, c'est une imitation par les femmes noires d'une imitation. C'est l'imitation d'une imitation, car les femmes noires imitent le féminisme blanc, qui est lui-même déjà une imitation d'un mouvement noir. Et donc, ce qu'elle dit, c'est qu'il faut revenir à la source, bazarder ce terme de féminisme. Alors, elle décide de parler de womanism, mais elle dit il faut revenir à la source. Il faut devenir Ida B. Wells. Il faut devenir comment dire, une militante qui fait partie de l'histoire véritable de la cause noire et en faveur des femmes noires, et non pas imiter des Carrie Chapman Catt ou des Susan Anthony, c'est-à-dire des femmes blanches racistes qui se sont inspirées, mais qui se sont aussi opposées à la libération des populations noires dans leur ensemble et à la libération des femmes noires. Euh, qui dit ça? C'est Clénora Hudson, je crois que c'est Wims, je crois que c'est écrit comme ça, mais corrigez-moi si je l'écris mal. Euh, Pourquoi est-ce que vous dites suffragiste et non suffragette? Vous êtes le GOAT non option. Il y a des gens qui pensent que suffragiste c'est plus respectueux, mais, et que suffragette c'est un peu, que comme c'est un suffixe un petit peu diminuant, l'usage souvent maintenant dans les recherches académiques, c'est de mettre suffragiste et non plus suffragette, quoi, parce que ça fait un peu les suffragettes, la bobinette, la, la coquillette. Enfin, il y a un côté un petit peu loufoque là-dedans. Et moi-même, si vous voulez, étant donné ma perspective sur la chose, j'ai plutôt tendance à dire que c'est grave plutôt que c'est goofy, c'est rigolo. On va mettre un petit diminutif marrant là-dessus, quoi. Euh, oui, infantilisant, voilà. C'est que ça a ce côté-là. Et je pense qu'on peut, quand on est dans ce genre de sujet, autant critiquer sans aller dans le côté un petit peu, je sais pas, un petit peu infantilisant de l'argument. Je ne connais pas les lois de Jim Crow. Est-ce que les femmes blanches en ont bénéficié du fait de leur genre? Bah oui, évidemment. Évidemment qu'elles en ont bénéficié. C'est clair, elles étaient du bon côté de la color line. Ça sonne un peu les minettes. Oui, voilà, c'est les minettes, exactement. Euh, je suppose qu'il y en a qui avanceront que ça enlève les caractéristiques féminines des militantes. Non, bah non, je pense pas. Ça serait abusé de dire ça. Dire, ce sont même plus des femmes. C'est plus vraiment des femmes, là, à ce niveau-là. Euh, voilà, voilà. Women National Suffrage Societies, également connue sous le nom de suffragistes pour se distinguer des suffragettes, est une organisation qui milite en faveur du droit de vote des femmes à à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle au Royaume-Uni. Donc ce serait la version plus institutionnelle du truc. Mais c'est au UK. Bah, peut-être c'est comment dire. Après, oui, moi, les exemples que j'ai donnés viennent des États-Unis et ça, ce sont des exemples britanniques. Euh, bon, bref, je vais peut-être clore la discussion sur un dernier point, euh, mais un dernier point qui ne sera pas qui sera pas pour le replay YouTube.